Je salue, bonjour, nos interlocuteurs qui sont de l'autre côté de l'écran. Voilà, bienvenue à vous, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Écoutez, je voulais dans ce moment un peu particulier de la vie de la nation où nous avons déjà surmonté quand même beaucoup d'épreuves depuis un peu plus d'un an et où nous sommes dans une phase critique de la gestion de cette épidémie et de la vie de nos concitoyens, parce que l'épidémie est une chose, mais nous avons le reste de la vie sanitaire, la vie éducative, économique, sociale, civique et démocratique, pouvoir un peu faire le point avec vous. Alors le but c'est de répondre à toutes vos questions, peut-être par souci justement de franchir les étapes dans le bon ordre. On vous donnera tous ces éléments, mais c'est de l'information qui est publique. Qu'on revienne peut-être ensemble sur la manière qu'on a eu de gérer l'épidémie et le point où on en est. Là, vous voyez cette fameuse évolution du taux d'incidence. Tout le monde est devenu expert de ces sujets qui dépendent évidemment des tests. Et donc, c'est le nombre de cas rapportés à 100 000 habitants. Donc, vous voyez ce qu'on a vécu à l'automne dernier qui nous avait conduit à décider d'un confinement plus léger que celui du printemps 2020, mais d'un confinement qui avait fermé beaucoup de commerces. On avait réussi à garder les écoles ouvertes et réduire les déplacements, qui avaient été très efficaces, qui nous avaient permis vraiment de réduire cette courbe, de la baisser. Et on verra l'impact sur l'hospitalisation dans quelques instants. Et puis ensuite, nous sommes rentrés dans une stratégie, au fond jusqu'en avril, vous le voyez, qui a été un peu différente. C'est-à-dire qu'on a décidé d'un couvre-feu, 20 heures d'abord, puis 18 heures, et qu'on a réussi à tenir, jusque, vous le voyez, début du mois de mars, sur un plateau qui était relativement haut. On était à ce niveau d'incidence autour de 200. Bon. Je le dis parce que, pour essayer un peu de dézoomer ce qu'on vit depuis maintenant quelques mois, je dirais qu'il y a eu 4 stratégies face au Covid. Il y a eu une première stratégie, certains pays, qui a consisté à dire « on va vivre avec le Covid sans avoir de mesures de restriction », c'est-à-dire on va chercher l'immunité collective. Certains pays européens l'ont tenté au tout début, vous en souvenez peut-être, la Suède, les Britanniques. Les Brésiliens l'ont fait très longtemps. Cette stratégie ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que les caractéristiques de ce virus, qui certes, si on regardait les statistiques, peut sembler tuer peu de monde, même si c'est énorme compte tenu à la fin du nombre de personnes touchées, mais le virus se diffuse tellement vite. Et même s'il y a autour de 5% de formes très graves, il sature si vite vos services hospitaliers qu'il est insoutenable d'avoir cette stratégie. Parce qu'elle vous déborde tout de suite, et c'est ce que l'Inde n'a pas joué cette stratégie, elle l'a subie, mais on est tout de suite débordé dans ses services hospitaliers. Et donc la stratégie du vivre avec sans restriction, elle ne fonctionne pas. Il y a une stratégie polaire qui est la stratégie de suppression du virus. Elle n'est soutenable, je dirais que dans 2 types de pays, ou les pays à régime très autoritaire ou les îles. Ça a été la stratégie chinoise, c'est-à-dire on enferme plusieurs millions de personnes quand le virus est là, pendant plusieurs semaines, et on réduit les déplacements entre les régions, entre les provinces, très drastiquement. Et vous venez aujourd'hui en Chine, on va vous obliger à être dans un lieu, gardé par l'armée, on vous apporte de quoi manger pendant plus de 15 jours. Ça n'est pas soutenable avec nos standards démocratiques. Aucun pays démocratique n'a eu cette stratégie-là. Sauf les îles, c'est la stratégie un peu à la néo-zélandaise, c'est-à-dire îles réduites, on est à quelques millions de population, on peut s'isoler du reste du monde et on y arrive jusqu'à ce qu'ils reviennent parce que la vie du commerce, des affaires fait qu'ils reviennent. Cette deuxième stratégie, elle n'est pas gérable pour nous. Et je le dis tout de suite, on a entendu parler des stratégies zéro Covid. La stratégie zéro Covid pour des pays comme les nôtres n'existe pas aujourd'hui. Ou plutôt, elle n'existe que si nous étions en capacité de vacciner massivement toute la population mondiale en quelques semaines ou quelques mois. On y arrivera sans doute, comme on l'a fait pour la variole, mais ça a pris quelques temps. Il y a ensuite 2 autres stratégies autour desquelles nous avons tourné. Il y a une stratégie de réduction au maximum du nombre de cas, c'est-à-dire vivre avec le virus, mais en essayant de réduire au maximum le nombre de cas et donc baisser une incidence très très faible pour aller à sa quasi-suppression. C'est la stratégie que nous avons tentée en octobre. Vous vous souvenez peut-être que j'avais donné des chiffres de réduction drastique des cas pour essayer de casser ensuite les chaînes de contamination
par le tester, alerter, protéger. C'est une stratégie que, par exemple, les Allemands ont suivie à partir de la fin de l'année. À partir, nous, de Noël, nous ne suivons plus cette stratégie, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il apparaît un autre instrument dans la gestion de l'épidémie, qui est le vaccin, et qui nous permet de prendre en tenaille le virus entre des stratégies de réduction de sa circulation un peu mécanique, de type couvre-feu, confinement et autres, et la vaccination. Et la deuxième chose, c'est que nous avons balancé en quelque sorte aussi, si je puis dire, les différents paramètres. Nous avons essayé de pondérer les choses, et c'est que nous avons pris en compte le coût sanitaire, psychologique, éducatif, social d'un confinement dur. Et le choix que nous faisons donc, comme vous le voyez sur ce graphique, à partir de fin janvier, en préférant un couvre-feu à 18h, en mobilisant très fortement les choses, c'est d'essayer de gérer l'épidémie à un niveau assez haut d'incidence, plus haut, et on l'assume, que beaucoup de nos voisins, parce qu'on considère qu'on a un intérêt le plus longtemps possible à ne pas fermer les écoles, fermer tous les commerces, etc. Et je pense que cette stratégie, éclairée d'ailleurs par nos scientifiques, était souhaitable, parce que quand on regardait fin janvier nos projections, ils nous prévoyaient une montée beaucoup plus forte, ce qui montre que le couvre-feu a eu un impact, en particulier sur la forme historique du virus, mais ils nous disaient, quand vous allez rouvrir, vous serez obligé très vite de reconfiner, parce que le variant va revenir, et lui, vous ne le gérerez pas avec ces méthodes-là. C'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne. Et donc, nous avons assumé cette stratégie, nous, de vivre avec le virus avec un niveau relativement haut d'incidence. Et au fond, en régulant les choses avec un critère qui est de ne jamais être débordé sur nos capacités hospitalières. Et donc, si nous décidons le 31 mars un freinage renforcé, c'est parce que vous avez cette accélération qui se fait en mars et cette montée de l'incidence qui est là beaucoup plus forte. Et elle est liée à quoi? Elle est liée au fait qu'à partir de début mars, le variant dit britannique devient majoritaire et on voit au fond que le couvre-feu à 18h, qui avait freiné la forme historique du virus, est moins efficace sur ce variant parce qu'il circule beaucoup plus vite, il est plus fort et il touche plus les gens. Et donc on décide le 31 mars de ce freinage renforcé, qui est au fond, là, autant dire les choses, un quasi nouveau confinement, puisqu'on va fermer les écoles pendant 3 semaines, physiquement, 1 semaine en mettant tout le monde à distance, 15 jours en mettant en phase toutes les vacances scolaires, on va fermer le maximum de commerces, on va remettre l'attestation, limiter les déplacements en rayon de 10 km et interdire les déplacements interrégionaux. Et vous voyez que c'est efficace, puisqu'on baisse d'environ 10% par semaine le taux d'incidence. Mais vous voyez néanmoins qu'avec cette mesure-là, vous baissez moins vite qu'en octobre. Regardez les graphiques, ce qui vous montre bien que ce variant britannique est plus difficile à arrêter que le variant classique. Ce qui vous donne cela en occupation des lits de réanimation Covid. Vous avez votre pic de l'année dernière, où on a 10 000 lits de réa qui sont occupés, 7 000 par les Covid. Et donc là, vous avez la courbe des lits Covid de réa occupés, ici. Donc on arrive à 7 000 lits de Covid, c'est le plus gros choc qu'on ait évidemment connu, et un choc alors même que le Covid ne touche que quelques régions, si vous vous souvenez. On a Grand Est, Île-de-France et Hauts-de-France, les autres régions sont beaucoup moins touchées et on fait beaucoup de transferts. On arrive à le baisser avec le premier confinement, il reste bas. Tout l'été, le virus circule à bas bruit, si je puis dire, mais se diffuse. Vous avez l'effet décalé de la courbe que vous venez de voir, c'est-à-dire que vous avez votre pic d'hospitalisation qui est décalé du 10-15 jours par rapport à l'incidence que vous avez vue tout à l'heure. Et on monte à quasiment 5 000 lits Covid occupés en réa, sur un total de 6 800 en deuxième vague. Et puis, vous voyez ce que veut dire en réa la gestion haute, c'est-à-dire qu'on arrive à le baisser, mais on reste sur un plateau autour de entre 3 000 et 4 000 lits de réa qui sont occupés durant toute cette période de gestion. Ce qui est assez haut, mais on l'assume, parce qu'on n'est pas débordé. Et simplement, vous voyez qu'à partir du 20 mars, ça commence à monter de manière préoccupante. Et c'est ce qui nous conduit le 31 mars à à décider ces mesures qui ont un effet décalé de 10 jours et qui nous permettent ensuite d'avoir ce plateau à environ 6 000 lits Covid, et on devrait maintenant commencer à avoir une petite décrue, mais on a un double effet. Vous avez 10 jours de décalage sur vos lits de réa, c'est normal par rapport à l'incidence. Quand vous êtes malade, vous faites une forme grave, c'est entre J7 et J12 que vous avez la forme grave qui vous conduit à l'hospitalisation. Et comme on a vacciné les plus âgés, qui étaient ceux qui, quand ils arrivaient en réa, malheureusement décédaient rapidement,
Les gens qui arrivent en réanimation sont en moyenne plus jeunes que dans les phases précédentes, et ils restent plus longtemps parce qu'on se bat. C'est ce qui fait aussi qu'on a plutôt réduit la mortalité, mais qu'on a des gens qui restent en réanimation plus longtemps. Donc je dis simplement qu'au moment où je vous parle, c'est ça dont je voulais faire prendre conscience, c'est qu'on est encore à un niveau très haut d'occupation de nos lits de réanimation. Et donc nous allons parler des phases de réouverture, et on peut le faire parce qu'on est en train de baisser l'incidence et parce qu'on a une nouvelle arme qui est la vaccination, ce qui est totalement nouveau par rapport à la deuxième vague où nous n'avions pas cette arme-là. Mais on va parler de réouverture dans un contexte où il faut rester extrêmement vigilant, avec pour nous, si je puis dire, un point de flottaison qui sera toujours ce nombre de lits de réanimation pour ne jamais se faire déborder. Contrairement à ce qu'on a pu lire ou entendre, nous n'avons jamais été en situation de ne pas pouvoir accueillir, traiter des gens qui, victimes du Covid, arrivaient en réanimation. C'était faux. Mais n'aurions-nous pas pris les décisions que nous avons prises fin mars, on courait ce risque. Et ça a toujours été pour nous la ligne rouge. Et donc ce que je vais vous faire toucher du doigt, c'est qu'au fond, la stratégie qui est la nôtre aujourd'hui, et depuis le mois de janvier, c'est une stratégie qui assume de vivre avec le virus à un niveau d'incidence relativement haut, parce que nous respectons toujours cette ligne rouge de ne jamais être débordés sur le plan hospitalier, mais en effet d'accepter une certaine pression, parce que nous voulons suivre d'autres priorités, en particulier la santé psychologique et psychiatrique, l'éducation de nos enfants, la situation économique et sociale du pays, et parce que depuis le début d'année, nous avons une nouvelle arme qui est le vaccin, et que nous prenons le virus en tenaille entre nos mesures de restriction et le vaccin. Alors le vaccin, où nous en sommes, c'est ce qui va nous permettre aussi de scander, et c'est ça qui va nous permettre de construire la réouverture. On a eu une politique, là aussi, je dirais qu'il y a une certaine homogénéité entre les pays d'Europe continentale, mais on a assumé, nous, peut-être plus que d'autres encore, de concentrer le vaccin sur les publics qui étaient les plus fragiles. Les premiers, c'était les résidents d'EHPAD. Aujourd'hui, comme vous le voyez, 99% des résidents en EHPAD ont reçu une dose de vaccin. Et donc, les dernières doses seront données dans les semaines qui viennent, en fait dans les 15-20 jours qui viennent, parce que ce chiffre est obtenu maintenant depuis plusieurs jours. Ça, c'est le fruit de cette lenteur qu'il y avait au tout début, où on recueillait le consentement, on a fait le tour de nos EHPAD, mais c'est clé parce que c'est ce qui a permis, quand vous regardez les chiffres de mortalité ou même de forme grave, de faire effondrer ces chiffres en EHPAD, alors même, si je me rapporte au rapport qui a été rendu par M. Pittet et son équipe, que c'est vrai que c'est un point sur lequel la France, comme d'ailleurs tous les pays d'Europe, avait été un peu critiquée, c'est la situation de nos EHPAD en toute première phase. Et donc il fallait vraiment aller sur ce volet-là, on l'a assumé et on a des résultats. Ensuite, comme vous le voyez, les Français de plus de 70 ans sont vaccinés à 69%. Enfin, ont reçu une dose, pardon, à plus de 69%. La deuxième dose donc, viendra dans les prochaines semaines. On est massivement là sur des publics qui, quand je regarde les chiffres, ont eu en effet du Pfizer, du Moderna, certains ont eu de l'Astra. Je dis ça parce que vous savez que les délais entre les deux doses ne sont pas les mêmes, ce qui veut dire que ce 69% va devenir très rapidement 69% de gens totalement vaccinés de manière un peu mécanique. Là, la clé, c'est sur ce public-là, pour réussir à atteindre notre objectif qui est d'essayer d'avoir 75-80% de cette tranche d'âge, parce qu'on sait que c'est là que se concentrent les formes les plus graves et le plus de décès malgré tout, ça va être d'aller chercher les gens. Et au fond, les gens qui nous manquent, il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu prendre les rendez-vous, donc on a ouvert une ligne directe, on a multiplié la communication, là il y a des plages disponibles, ce sont nos concitoyens qui sont les plus loin du soin. Et donc on a déclenché depuis un mois une politique avec nos caisses primaires d'assurance maladie qui est d'aller vers. C'est-à-dire on a mis en place des services qui appellent les gens, ce sont des listings qu'on établit, et ce sont les gens les plus modestes, ce sont les gens qui n'ont pas de médecin référent, ce sont les gens qui sont souvent tout seuls, qui n'ont pas de portable, pas de famille, qui sont aussi dans des conditions de très grande précarité. Et donc là, on va devoir continuer à aller chercher au maximum, à la fois pour eux, parce que c'est une politique de justice qu'on assume totalement, et qui est très importante, c'est je crois le modèle français, et parce que c'est aussi une condition d'efficacité collective. Ce virus est injuste, et il touche encore plus durement les plus modestes, parce que ce sont ceux qui sont le plus loin du soin, et ce sont aussi, bien souvent, les personnes âgées qui ont aussi des facteurs de vulnérabilité. Ce sont dans ces catégories de population que vous allez avoir des gens aussi qui auront des surpoids, auront des hypertensions qui seront mal suivies, ou des diabètes.
Sur les Français de 60 ans et plus, sur lesquels nous avons, comme vous le savez, ouvert depuis quelques semaines la vaccination, on est à 60%, et là le chiffre avance très bien, et ce qui nous amène au total sur les plus de 18 ans un chiffre de 30%, ce qui nous met en moyenne haute de l'Union européenne, et à un niveau où on peut envisager cette rouverture. Pourquoi? Parce que si je nous compare avec les pays qui ont un moment rouvert, c'est quand ils atteignaient ces chiffres qu'ils ont préparé leur rouverture. Les Israéliens, par exemple, avaient couvert 40% des adultes quand ils ont rouvert, et ils étaient à des chiffres d'incidence qui sont à peu près les nôtres, en tout cas ceux qu'on aura vers la mi-mai. Et donc, je le dis parce que même si on est encore haut dans nos lits de réa ou dans nos incidences, c'est parce qu'on a atteint ces chiffres de vaccination qu'on va continuer à accélérer jusqu'à mi-mai, qu'on peut regarder la réouverture, parce qu'on a aussi vu des pays comme Israël ou d'autres qui l'ont fait avec un niveau d'incidence qui est comparable au nôtre, qui est même sans doute un peu supérieur à celui qu'on aura à la mi-mai, et qui ont réussi cette stratégie. Ce qui vous montre ces doses injectées par semaine et la montée en cadence qui a suivi au fond la livraison de nos doses. Vous voyez qu'on est aujourd'hui environ à 2,5 millions par semaine, et on va continuer à monter très fortement dans les semaines qui viennent. Je le redis toujours, quand on fait une campagne de vaccination contre la grippe, on sait faire 1,5 million jour. Pourquoi on fait 2,5 millions là? On fait dans nos centres, dans nos pharmacies, chez nos médecins, nos libéraux. N'aurions-nous pas le sujet de la défiance sur AstraZeneca, on ferait encore beaucoup plus. On a environ 1,3 million de doses d'AstraZeneca encore non utilisées, et donc on a la possibilité de faire plus si on sait restaurer cette confiance. Et je veux saluer ici l'engagement de nos médecins, de nos pharmaciens, de nos infirmières libéraux, qui sont en train de faire beaucoup et de recréer la confiance sur l'AstraZeneca et le Johnson qui est en train d'arriver. Donc les doses injectées, ça monte. Je rappelle le calendrier de vaccination. Il est connu, mais c'est important pour vous. 15 millions de Français auront reçu une première dose de vaccin au 30 avril, ce qui nous met dans ce qui correspond à ce 30% des adultes vaccinés. 20 millions le 15 mai. Et donc je veux que vous ayez ce chiffre en tête, parce que vous voyez, c'est le delta qu'on va avoir. À ce moment-là, c'est le moment où on peut commencer à envisager des réouvertures. 30 millions le 15 juin. Je pense très sincèrement aujourd'hui que nous sommes en situation d'aller encore plus vite, plus fort sur ce calendrier de vaccination et d'aller au-delà de nos objectifs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous connaissez les règles. Ce sont les règles qui sont ici rappelées sur le slide. Il n'y a pas ici de scoop, si je puis m'exprimer ainsi, mais ce sont ces catégories de population qui ont été ouvertes. En centre de vaccination, aujourd'hui, c'est les plus de 60 ans. On l'a ouvert aux plus de 55 ans avec un facteur de vulnérabilité dans les pharmacies pour l'AstraZeneca et le Johnson. Sur le Moderna et le Pfizer, on reste sur les plus de 60 ans, on va descendre, avec l'objectif d'ouvrir le 15 mai. J'espère qu'on pourra même aller plus vite et plus fort pour les plus de 50 ans. Et le 15 juin pour l'ensemble des adultes. On pourra revenir, si vous le souhaitez, il y a quelques annonces que je voulais faire sur justement ces éléments d'accélération. Voilà un petit peu le point, avant de parler des rouvertures, que je voulais faire sur à la fois expliquer notre stratégie et où on en est, mais peut-être sur tous ces sujets, les sujets de variants et autres. Maintenant, rentrons dans la discussion, et je suis prêt à répondre à toutes vos questions, et puis après on pourra aborder aussi comment on voit, sur la base un peu de cette gestion, la réouverture.